l'essentiel a été dit, donc je complète la présentation de Florence Brunoy, qui est chercheure ethnologue au laboratoire d'anthropologie sociale, qui est donc dirigé par Philippe Descola. Elle est collègue et amie de Philippe Descola et sa femme Anne-Christine Taylor. Elle est l'auteure, entre autres, de Pour une anthropologie poétique des îles, et surtout du livre La forêt du Kassoar, qui est un oiseau, le jardin des Kassoua, qui est l'ethnie de Nouvelle-Guinée dont elle va nous parler aujourd'hui. Merci Alexandre. Je vais m'asseoir. Je ne sais pas comment je fais. C'est improvisé, il y a quelque chose. On peut peut-être envoyer le premier. Un, deux. Vous avez la télécommande à côté de vous et vous faites défiler. D'accord, ok. Le bouton de droite. Voilà. Donc, rebonjour. Merci d'être venu pour écouter cette conférence qui porte donc sur une petite tribu néo-guinéenne que j'ai découvert en 1994 après un long voyage en cargo. Car je souhaitais donner du temps à ce futur premier instant qui allait bien sûr marquer ma vie et m'enrichir. Donc les 3 semaines en cargo m'ont permis de lire beaucoup de botanique, beaucoup de zoologie, beaucoup d'ethnologie. Merci. Donc pour arriver en Nouvelle-Guinée, et je ne sais pas comment on fait la lumière là, le bip-bip là, le rouge. Oui, non mais le rouge là. Ah oui, d'accord. Donc la capitale se situe ici. De la capitale, il a fallu aller donc, dans les Hautes-Terres. Donc la Nouvelle-Guinée est traversée par ce qu'on appelle donc les Hautes-Terres, qui ont été les premières découvertes par l'homme blanc. Donc il y a une seule route qui relie toute la cordillère. Et après, il n'y a aucune voie de communication. Donc voilà, là, je ne vois pas, il y a Mendy, donc là on est dans la cordillère. Ce dont je parlais avec Francis, c'est que les Houlis sont sur les Hautes-Terres là. Et donc il a fallu que je me rende à Mendy, qui est la capitale des Hautes-Terres du Sud, pour prendre une avionnette missionnaire. Mais il a fallu attendre 2 mois à Mendy, car il y avait des rascals, ce qu'ils appelaient des rascals, ce que Sarkozy appelle des racailles, qui sillonnaient la jungle, paraît-il. Donc les missionnaires ne voulaient plus s'y rendre. Donc je suis restée 2 mois dans cette ville qui n'en est pas une, où j'ai pu apprendre le pidgin, qui est la langue véhiculaire de la Nouvelle-Guinée, puisque la Nouvelle-Guinée renferme 830 langues distinctes. Alors, il faut savoir que les groupes linguistiques en Nouvelle-Guinée se divisent en 2. Il y a le groupe linguistique austronésien, donc on sait le lien qui s'est établi avec les aborigènes d'Australie. Donc on peut retracer la migration de ces individus. Et il y a tous les groupes qui relèvent de la famille non austronésienne, donc peut-être endémique à la Nouvelle-Guinée, dont les Kassoua font partie. Donc de Mendy, donc, qui est situé dans les Hautes-Terres, me voilà prendre l'avionnette pour l'inconnu. L'avionnette missionnaire est un omnibus, donc s'arrête dans toutes les petites missions. Donc le voyage pour aller de là jusque là prenait plusieurs heures. Et à chaque fois, j'avais le cœur qui était soulevé quand je voyais des taules ondulées, quand je voyais des papous qui étaient déjà modernes. Bon. Et à chaque fois, le missionnaire me disait non, c'est pas là, c'est pas là. Oh, ouf, ok. Et plus on allait, et le dernier arrêt était là, dans une tribu que je connaissais très bien,
pour avoir lu les écrits des ethnographes, c'était les Kaloulis. Et donc je savais que donc, je m'approchais du lieu où je me destinais à aller, qui est donc chez les Kassoas de Nouvelle-Guinée. Et il y a un premier arrêt au nord. On va voir mieux là. Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Merci. Mais j'avais un a priori, comme tout ethnologue romantique qui se doit à ses origines, à ses premières heures, avant même sa naissance, hein, parce qu'on n'est pas ethnologue tant qu'on n'est pas parti sur le terrain. C'est quand même le rituel initiatique. Donc j'étais assez déçue du premier abord et... le missionnaire, encore une fois, me soulage en me disant « Mais non, c'est pas chez ces Kassoas. » Je dis « Ah bon ?» Et donc là, voilà, ça c'est le volcan, le mont Bozavi, qui est surnommé la montagne bleue. Et donc, les Kassoas du Nord... Ah, je ne contrôle pas la situation. Les Kassoas du Nord habitent ici. Et donc, on remonte dans l'avionnette, et là, il fait tout le tour, comme ça. Et là, d'un seul coup, je vois le vert de la forêt, mais une immensité. Et je m'interpelle, je me dis, mais je suis folle. Où vais-je? Ou s'il se passe quelque chose, comment je vais faire, etc. Bon. Et vraiment, ça dure très très longtemps dans mon imaginaire, enfin dans mon temps, ma mémoire. Hein. Cette traversée-là, ce contour a été pour moi très très long, pour en fait atterrir ici. Et là, c'était beau. Il y avait des grandes maisons traditionnelles. Bon, les Kassoas étaient habillés avec des habits que les missionnaires leur avaient vendus. Mais bon, les missionnaires sont passés avant. Les missionnaires passent toujours avant les ethnologues. C'est le grand drame de l'ethnologue. On arrive toujours après eux. Hein. D'abord, il y a les colons, après les missionnaires, après les ethnologues, après les capitalistes, après si. On connaît le schéma. Mais bon, c'est vrai qu'on a toujours un espoir que bon. Donc voilà, c'est ici. Ah non, ben voilà. Alors, le territoire des Kassoas est formidable dans la mesure où donc il traverse le volcan par moitié comme ça. Il s'étend jusque là et il descend jusque très très bas dans les basses terres. Autrement, donc ici, il y a une région karstique absolument unique en Nouvelle-Guinée, avec une forêt dont de nombreuses espèces sont endémiques à cette région. Donc il y a le volcan où toutes les rivières prennent leur source, ce qui signifie que quand vous vous baignez dans la rivière, quand vous la traversez, quand vous chutez, bah voilà, tout habillé, et que c'est terrible, et bien quelque part vous êtes satisfait parce que vous pouvez boire l'eau sans trop vous méfier d'attraper des maladies ou quoi que ce soit. Donc vous baignez, vous buvez l'eau des eaux ruisselantes. Alors l'altitude en haut du volcan, qui est complètement recouvert de forêt également, qui a valu un film de la BBS sur ce volcan. On est de 2300 mètres d'altitude pour atteindre jusqu'en bas 45 mètres d'altitude. Donc, ce qui signifie que les Kassoas évoluent dans plusieurs écosystèmes forestiers, de basse montagne, de piémont, de basse terre, et ce massif karstique absolument extraordinaire, mais alors très difficile à arpenter. Ce n'est pas du tout la même marche. C'est très difficile, mais il y a des grottes extraordinaires. Donc, autant d'écosystèmes, autant de biomes d'eau douce différents. Donc, on passe de la cascade de 60 mètres de haut à une cascade plus large et plus consistante en débit d'eau, du rue au torrent pour descendre en bas. Et là, on a les plaines avec
des immenses fleuves, ce qui signifie une immense diversité botanique, bien évidemment, et aussi faunistique. Donc, donc je suis restée 3 ans la première fois, et durant ces 3 ans, donc j'ai herborisé plusieurs fois parce que moi j'étais moins bien équipée, tellement isolée que mes herbiers pourrissaient, et que en plus j'ai eu parce qu'en fait toute cette région est menacée par le sud par l'exploitation industrielle de la forêt, et le botaniste qui devait prendre en charge mon herbier l'a mis de côté parce qu'il était le consultant de la compagnie. Donc voilà, j'ai perdu quand même pas mal d'herbiers, donc finalement j'ai été amenée à dessiner toutes les 1100 plantes que j'ai herborisées pendant ce terrain. C'était la seule manière d'avoir l'être devant moi en dehors de la forêt, et ce qui a eu une incidence considérable sur ma recherche, parce que comme le disait tout à l'heure Francis, c'est que je passais énormément de temps, comme je n'étais pas du tout dessinatrice, que je vivais avec un artiste et que j'avais quand même un orgueil, hein, je me suis beaucoup appliquée, et ce qui m'a permis de découvrir la finesse, le détail de chaque être arborescent ou végétal en tout cas, pour avoir passé beaucoup de temps, et de m'émouvoir, ce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec les cassois de faire, dans la mesure où en forêt on marche, on est toujours en pleine activité. Donc, en tout cas, moi, j'ai herborisé 1100 plantes, dont plus de, a priori, 750 arbres, et à peu près 450 animaux, mammifères, avifaune, batraciens, serpents, poissons. Seule ma collection d'insectes est absolument ridicule. Mais en fait, c'est aussi par défaut de trouver des entomologues spécialistes de la Nouvelle-Guinée au muséum. Il y a très peu de spécialistes de l'Océanie et de la Nouvelle-Guinée au muséum d'histoire naturelle. Donc, comme je ne pouvais pas sortir les collections, ça n'avait pas tellement de sens. Et les cassois connaissent beaucoup d'insectes. Mais comme ils nomment déjà énormément d'êtres, que sont les êtres arborescents, les plantes, les animaux, les oiseaux, beaucoup d'insectes, même s'ils sont reconnus dans leur spécificité ou dans leur genre, ils ne sont pas nommés. Donc c'est une grosse déception. C'est-à-dire que, bon, vous trouvez 15... Bon, alors ma première déception, ça a été quand j'ai fait ma collection de papillons, parce qu'en fait, les missionnaires avaient interdit que je pratique l'ethnologie. Donc je me suis confectionné avec la moustiquaire un filet de papillons, et je partais collectionner les papillons. Et donc j'étais très très fière, parce que j'en avais considérablement, et des majestueux, des dignes de paradisiers, des oiseaux de paradis. Et quand j'ai finalisé, enfin voilà, j'avais l'impression d'avoir, je ne sais pas, je devais avoir 130 spécimens, et de les montrer aux cassois. Donc voilà, j'arrivais quand même au cœur un peu de ma recherche. Le premier nom, donc ils me disent Apolacea. Apolacea, très beau, très beau, très beau. Et le second, Apolacea. Et le troisième, Apolacea. Et voilà, et c'était que Apolacea. Je dis, mais alors vous avez qu'un terme pour autant de différents papillons? Il dit, oui, c'est des Apolacea. Et c'était l'immense déception, parce que moi j'espérais trouver des gens qui puissent me donner un petit nom pour tout. Bon, et en fait, c'est vraiment de l'économie cognitive, hein, ce qu'on pourrait interpréter pour l'économie cognitive. C'est que, bon, ils utilisent déjà tellement de vocabulaire pour décrire les êtres qui les entourent que certaines catégories sont un peu sous-valorisées, on pourrait dire, par le langage. Voilà. Et en fait, pour finir l'anecdote sur les Apolacea, c'est qu'il y a eu un projet de développement qui n'a pas développé, qui était l'instauration d'une ferme à papillons. Et comme il y a eu quand même des petits financements, on leur a demandé de faire une ferme à papillons, c'est-à-dire à planter quelques orchidées, quelques ci, quelques ça, etc. Quand je suis revenue suite à ce programme de développement, qui ne développe pas, il n'empêche que
la catégorisation Kassoua avait immensément évolué sur les papillons, parce qu'ils avaient dorénavant les Apolacea, mais les Ioborotera Apolacea. C'est-à-dire que maintenant, enfin depuis ce programme, ils distinguaient les papillons de nuit des papillons de jour. Alors l'intention de mon intervention aujourd'hui poursuit un projet que j'ai depuis le début de ma recherche, que je vais illustrer bien. Non, ça ne marche plus. Si, ça marche. Par mon expérience auprès des Kassoua, mais avant tout, oui, avant que je parte avec les Kassoua, je voulais remercier. Je voudrais remercier la dame de ces lieux et son époux, Agnès. Donc, car j'ai été très émue, et je le suis bien sûr depuis que je suis là, par l'engagement généreux, amoureux, qu'il nous manifeste, qu'il manifeste pour les plantes, mais aussi la curiosité auprès des gens qui vivent ou qui s'intéressent eux-mêmes à ces êtres. Et l'accueil est absolument délicieux. Enfin bon, je profite, je savoure ces instants. Et aussi, je voulais remercier de me permettre de siéger à côté de si éminents naturalistes pour l'ethnologue que je suis, c'est-à-dire la représentante des sciences humaines, qui aime parler de la forêt. Donc c'est cet aspect des sciences humaines, ce regard des sciences humaines sur les forêts que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est donc juste une fenêtre par rapport à un grand projet que j'ai nommé la sylvialogie, qui serait l'étude de la manière d'habiter la forêt et de pouvoir comparer les différentes populations qui vivent dans la ceinture tropicale, en tout cas en forêt tropicale, et pour voir s'il n'y a pas effectivement quand même une comparaison susceptible de nous montrer qu'il y a des ressemblances, des universaux, des populations humaines qui vivent en forêt, que ce soit au niveau de leurs pratiques environnementales, mais aussi au niveau de leur imaginaire qu'ils développent au cours de ces activités. Donc, excusez-moi, j'ai quand même pris le temps de... Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça la sylvialogie. Et pour donner... C'est en inspiration à mon précédent travail sur les îles où un psychologue de l'espace, Abraham Moles, avait développé le concept de nissologie pour révéler, et c'est pour ça qu'hier j'étais intéressée par l'intervention sur les archipels des îles, et je ne suis pas allée en Nouvelle-Guinée pour rien non plus, c'est une autre île. C'est donc l'étude des îles à travers leur humanité, enfin je veux dire à travers les humains. Aujourd'hui, moi, Massiva Joshi, je dis donc que c'est la manière d'habiter la forêt, et donc le concept qui se rapproche le mieux, qui n'est pas un concept anthropologique, qui est un concept de l'éthologie, et d'un Allemand qui a suivi Humboldt, enfin longtemps après quand même, mais qui est une pierre angulaire, je trouve, toujours aujourd'hui, pour nous faire comprendre nos manières d'être avec les autres, qui est Uexküll, et il s'est appuyé sur le terme allemand de Umwelt, hein, c'est le monde que l'on habite. Et c'est le monde perceptif, c'est-à-dire la manière comment chaque être, qu'il soit animal, végétal ou humain, perçoit et interagit avec d'autres mondes. C'est-à-dire que chaque être, quelle que soit son identité, agit dans le monde avec un monde perceptif qui est le sien. Donc on a beaucoup plus précisé ce Umwelt, hein, des animaux par exemple, sur la différence des couleurs qu'ils perçoivent. Certains voient qu'en noir et blanc, etc. D'autres c'est l'ouïe qui est développé, d'autres c'est l'odorat, etc. Donc tout ça, tout ce mode perceptif qui est propre à tout être, agit sur sa manière de percevoir les autres. Donc c'est ce concept de Umwelt, et parce que je le trouve aussi très chaleureux, c'est comme ici, le château, c'est un Umwelt, ce que je voudrais étudier et que sur lequel je vais m'appuyer pour avancer dans cette sylvialogie. Parce que l'Umwelt forestier, en tout cas ceux qui
semble produire chez l'être humain, c'est une certaine orientation des sens et des affects. Alors déjà, bien sûr, bon, ce matin on était au-dessus de la canopée, mais je vais vous ramener quand même en dessous, là où sont généralement les humains. En forêt, le sens, c'est le sens du vertical plutôt que le sens de l'horizontal. C'est le sens de l'ouïe et de l'odorat plutôt que le sens visuel. C'est le sens d'être englobé plutôt que celui d'englober. C'est le sens du recyclage et de la métamorphose plutôt que le sens de la mort monospécifique et linéaire. C'est le sens de l'immanescence plutôt que de la quintessence. C'est le sens de l'abstraction plutôt que celui de la figuration, et nous l'avons vu hier. C'est aussi le sens des brins plutôt que celui du vert, parsemé de couleurs vives, comme déposé sur une toile par hasard. Et je voudrais maintenant, avant de développer la manière d'être cassois, j'ai fait un petit montage. Bon, il y a des images qui sont floues. L'idée n'est pas de vous restituer une vision naturaliste du monde dans lequel évoluent les cassois, mais j'ai pris des photos comme en étant, c'est-à-dire sans justement m'arrêter pour ajuster ma focale, etc. Et il y a aussi les sons que j'ai appelés les voix de la forêt, et qui inclut bien sûr les voix humaines, mais les voix des animaux, des plantes, pour vous donner vraiment l'ambiance forestière telle qu'on peut l'éprouver encore aujourd'hui auprès des cassois. Ouais, il n'y a pas de son. Tu peux remettre au début? Et le son, là, appuie. C'est à moi de le faire? Ah oui.
C'est Boroboro. C'est mon dernier oiseau. Donc là, c'est bon. Ouais, merci. Donc dire que l'entourage forestier dans lequel évoluent les Kassoua est saturé d'attention, d'affordance et de stimuli n'est pas un abus de sens. Au contraire, l'Umbengong, forestier, abuse des sens. Au quotidien, de nuit comme de jour, pour des centaines d'individus semi-nomades qui puisent leurs moyens de subsistance d'une horticulture itinérante, de chasse et de cueillette extensive, qui n'est néanmoins très sélective. La forêt tropicale des basses terres de la Nouvelle-Guinée est exubérante, la diversité végétale insolente, celle animale bruyante. Tout ce monde fourmille, chante, crie, grince, craque, dans une invisible spécificité déconcertante. Dans cette forêt luxuriante, le discernement est condamné à l'évanescence. L'individualité des êtres en présence se fond. Seuls les sons, parfois les odeurs, prononcent un instantané comme des points d'exclamation échappés d'un phrasé trop long. Dans cette forêt, voir signifie entendre les images perceptions, être à l'écoute de cette vie aussi illusoire qu'effervescente. Vaste dans ses perspectives les plus oniriques et spirituelles, la forêt ne représente pas pour autant un espace indifférencié. Elle est, pour les Kassoua, un véritable assemblage, une composition du monde aussi plurielle qu'est plurielle la diversité des habitants qui le constituent et qu'ils expriment en simultané dans un brouhaha si peu ordonné et répétitif. L'ontologie Kassoua ne dissocie pas l'être humain de l'être habité. Et cette ontologie n'est pas propre à l'homme. Elle est prêtée à tous les êtres. Eux aussi se différencient par leur manière singulière d'occuper, d'incarner et d'exprimer un espace relationnel, perceptif et actionnel distinct. Ce qui explique bien sûr le brouhaha des signes émis par la multitude de ces existants qui rythment le fond sonore de la forêt et la transforment en un vaste chant dialogique, continu et renouvelé en permanence. Les existants, de concert ou distinctement, témoignent d'un certain ordre du monde, leur monde, et avertit à qui sait ou peut le comprendre la rupture ponctuelle, ordinaire, parfois extraordinaire, qu'ils rencontrent au fait d'une rencontre avec un autre être. Dans la forêt Kassoua, exprimer son monde n'est pas le propre donc de l'homme. Cette capacité performative relève d'une capacité partagée. Ce qui explique que l'enfant Kassoua soit sensibilisé dès le plus jeune âge à développer un savoir écouter les paroles polyglottes de la forêt, un savoir écouter qui est un préalable au savoir dialoguer qu'engendre de manière inexorable son engagement en forêt pour mener ses activités. Et l'enfant intégrera sans violence cette multitude de possibilités d'être en relation avec les autres, car dans cette société sans miroir,
son autogénèse, sa construction du soi, ne se fait pas à partir d'une image réflexive de lui-même, humain, tel le selfie. Il se construit en référence à l'image improbable, non isolable, que lui renvoient de lui tous les êtres de la forêt avec qui il va rentrer en relation. Donc ces êtres de la forêt sont multiples et pourtant, dans leur diversité, les Kassois y perçoivent un ordre qui n'est pas de leur fait. Il en est ainsi des arbres. Les arbres ont la particularité, en tout cas qui est reconnue avec plaisir par les Kassois, d'avoir des sèves, des fruits de couleurs assez spécifiques. Et c'est vrai que la palette des couleurs vives, c'est-à-dire celles que l'on peut retrouver sur le plumage des oiseaux, est assez exceptionnelle. On a des bleus turquoises, des fruits qui sont bleus turquoises, on a des roses vifs. Et je veux dire, pour une naturaliste en herbe que j'étais, ça laisse un goût impressionniste. On a vraiment le sentiment qu'un peintre est passé par là et a déposé, sans faire exprès, quelques touches parce que le brun était trop brun ou le vert trop gris ou pas assez émeraude. Et on a vraiment l'impression que voilà, ces touches de couleur sont pas une erreur, mais voilà, une volonté de faire jaillir une autre lumière. Et ces couleurs, donc, en revanche, ne sont pas du tout désordonnées pour les Kassois. Et ils ont un mythe qui nous explique le pourquoi. Et ce mythe est le mythe qui décrit l'origine de la forêt dans son état actuel. Et ce mythe nous révèle qu'à l'origine, les arbres étaient des hommes. Ces arbres que l'on nomme I, comme d'ailleurs le pressentait le poète Ponge, qui, quand il se fait l'éloge de l'arbre, il assimile l'arbre à un I, presque un point d'exclamation inversé. Et pour les Kassois, le nom, donc, se limite à cette voyelle I. Donc, à l'origine de la forêt, des hommes, mais des hommes qui marchaient sur les mains, et donc qui tombaient systématiquement. Ils étaient très maladroits. Lorsque, un jour, l'un d'entre eux s'essaye à marcher avec les pieds et constate qu'il ne tombe plus. Donc, bien sûr, il diffuse sa découverte aux autres humains qui adoptent la position inverse et décide, pour fêter cet événement révolutionnaire, d'organiser une immense cérémonie et, bien sûr, comme dignes papous, qui sont quand même connus pour cela, de se revêtir des plus beaux apparats. Et donc, chacun rivalise d'inventivité. Certains se mettent des plumes, d'autres des coquillages. Ils se peignent le corps d'ocre avec la terre ocre rouge, ocre jaune. Et voilà donc tous ces êtres humains qui marchent sur leurs pieds avec une coiffe. On a pu voir les coiffes des Kassois qui sont en plumes de cacatoès blanc. Avec donc des grandes coiffes. Et en fait, il s'avère que ces humains sont les arbres qui ont inversé leur position, c'est-à-dire que plutôt que la canopée soit à terre, d'un seul coup, elle était dans les airs. Et fort de ce succès, fort de leur beauté, donc, ils décident, tous ces êtres humains arborescents, de partir coloniser les terres. Et ils se répartissent, ils organisent une assemblée démocratique entre les arbres, hommes, et se répartissent les terres. Donc, tel arbre va coloniser tel territoire, telle altitude, telle vallée, telle région karstique, ce qui expliquera par la suite, bien sûr, quand vous direz « Ah, mais pourquoi cet arbre-là » Mais tu sais bien que le mythe, voilà, c'est pour ça, l'endémisme s'explique ainsi. Et quoi qu'il en soit, ces apparats vont résider
aux arbres, et c'est pourquoi on trouve du rouge dans les fruits qui sont qui sortent directement du tronc ou pas, parce que c'était les colliers de ces humains, parce que c'était les boucles d'oreilles, parce que c'était les plumes, parce que c'était la terre ocre, donc la sève est beaucoup plus jaune. Voilà. Donc il y a une explication, un ordonnancement qui s'établit dans la festivité et dans la plus grande démocratie, et surtout l'inventivité. C'est-à-dire que c'est l'inventivité de tout à chacun de ces êtres dans son apparat qui est reconnu et qui est valorisé. Donc voilà tous ces êtres arborescents hybrides qui colonisent les terres, et arrivent tardivement les messieurs et mesdames, les palmiers, et les palmiers sagoutiers, qui étaient une population un peu plus lourde et qui avançait lentement. Et pour le coup, ils arrivent le lendemain de la cérémonie, quand tout le monde est parti et a déjà colonisé les terres, et n'ont que comme seule possibilité. Bon, alors quand même, ils sont fiers, ils sont costumés, grandiloquents, et d'ailleurs le palmier sagoutier est magnifique. Mais voilà, ils n'ont que les marécages comme domicile, que leur ont abandonné les autres arbres partis bien avant eux. Donc voilà, il y a une organisation s'établit comme ça, une certaine ordonnancement des couleurs qui organise le monde essentiellement des arbres, mais pas que. C'est aussi les couleurs qui organisent le monde des animaux. Mais on va retrouver cet impact des couleurs dans le système classificatoire des cassois, du monde végétal. Cette classification, aux grandes dames de l'ethnologue qui cherchait bien sûr à trouver chez les cassois une classification de type linéenne avec famille, genre, espèce, et là rien. Chaque arbre était nommé distinctement, aucun souci, donc reconnu, ça c'est pas de problème. Mais voilà, et ben ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de sous-catégorie ou de catégorie supérieure ou plus englobante. Alors bien sûr, je titillais. En 3 ans, les occasions s'y prêtaient assez souvent. Et effectivement, par sa persistance, j'ai retrouvé des noms, enfin deux espèces ou de gens qui avaient un nom similaire. C'est-à-dire qu'un s'appelait Kena, par exemple, et l'autre, c'était Kena Essay, c'est-à-dire l'ombre de Kena. Alors là, mais voyez, vous m'avez menti, vous avez des sous-catégories, etc. Donc, bon, voilà, toute contente, j'envoie quand même les identifications, il s'avère qu'il n'y avait aucun lien, mais effectivement, ces arbres ont l'habitude de croître ensemble, et donc, pour les cassois, il était évident qu'il ne fallait pas dissocier ces deux êtres arborescents dans leur classification. Mais, quoi qu'il en soit, donc, ils ont une classification très horizontale. C'est-à-dire qu'un être porte en lui une catégorie en soi, est reconnu dans son individualité, et on retrouve ce même système au niveau des humains, bien évidemment, et un traitement égalitaire, quelle que soit l'utilité, l'imaginaire qui est lié à l'être arborescent. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent tel palmier essentiellement ou exclusivement pour faire la toiture, que ce palmier va se différencier dans son nom. Dans cette société qui est absolument égalitaire, chaque individu humain reçoit un traitement similaire. Et l'égalitarisme vaut aussi entre les hommes et les femmes, ce qui est très rare en Nouvelle-Guinée. Mais c'est très commun au peuple forestier. C'est très important de réaliser que pour cette société, donc, les arbres, les êtres végétaux sont considérés dans leur individualité, on leur prête une personnalité. Alors, le fait qu'ils aient été des hommes à l'origine ne trahit pas un anthropomorphisme ou simplement une métaphore. C'est simplement que les arbres portent en eux une part de l'humanité. Et d'ailleurs, la forêt se nomme Mowa, qui veut dire la base lointaine, les traces lointaines. Mais à tous, sauf que ça rappelle juste cette partie de l'être
humain, mais aussi animal, parce que bien sûr les arbres sont valorisés par leur relation au monde animal également, donc les humains. Donc ce rapport à l'individualité est remarquable parce que quand elle se comprend quand on suit les cassois en forêt. Ils ne sont pas dans un faire, F-A-I-R-E, à la mode occidentale. Ils sont dans un faire-faire, ce qu'on appelle un faire-faire, ce que Goethe appelait faire-faire. C'est-à-dire qu'ils sont dans une relation, pour le coup, interactive et interrelationnelle. C'est-à-dire qu'ils agissent avec l'arbre et jamais sur l'arbre. Ils sont avec l'arbre, ils ont un savoir avec l'arbre et ils n'ont pas un savoir sur l'arbre. Et c'est la grande différence qu'on peut déjà noter à ce niveau-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que les animaux, eux aussi, étaient dans l'indifférenciation et ils partageaient d'ailleurs à l'origine la même grande maison que les humains, jusqu'au jour où les chiens partent chasser et faire la guerre à d'autres humains. Donc les chiens étaient en guerre et les animaux étaient en guerre avec les humains. Et donc les chiens partent à l'avant-garde pour voir ce qui se passe avec les ennemis, et il reste un petit chiot et qui est caché, comme les chiens le font toujours actuellement, à côté d'un foyer. Et tous les animaux ne l'avaient pas vu et commencent à se moquer des chiens. Et se moquent des chiens pour leur pratique sexuelle et de se lécher eux-mêmes les parties génitales, qui pour les animaux étaient vraiment pas une ignominie, loin de là, mais enfin en tout cas de quoi se moquer des chiens pour avoir une telle pratique. Et le petit chien honteux, vexé, trahi, va rejoindre les autres chiens pour leur raconter l'histoire des animaux. Et les chiens, donc, décident d'attaquer les animaux. Et pour cela, ils font un pacte avec les humains. Ils disent aux humains, vous nous aidez à attaquer les animaux, et en échange, on vous aidera après à les tuer. Et les humains acceptent, à la condition qu'ils permettent aux chiens de dormir auprès du foyer. Et c'est ce que fait toujours le chien, ou les chiens. Et on n'a pas le droit, même si un chien devient un peu agressif, on n'a pas le droit de l'exclure de la maisonnée. Enfin, c'est sur pilotis, c'est sur 2,50 m de haut. Donc il y a un contrat qui est scellé entre les chiens et les humains à cette occasion. Et donc les chiens débarquent dans cette maison où tous les animaux étaient indifférenciés, et les animaux revenaient de la forêt où ils avaient cueilli du pandanus jaune et du pandanus rouge. Il y a les deux couleurs, enfin les deux genres dans cette région, qui ont donc, il y a plusieurs formes du pandanus. Ici, c'est des pandanus à forme phallique, c'est les traits très allongés, qui ponctuent le rituel initiatique aussi. Enfin bon, voilà, ils préparent du sagou, donc de la fécule blanche, du pandanus jaune et du pandanus rouge. Et en fait, lors de la bataille, quand les chiens arrivent et se battent avec les animaux, il y a des animaux dont la queue tombe dans le pandanus jaune, d'autres, c'est le bras qui tombe dans le pandanus rouge, l'autre dans le blanc, l'autre dans le charbon, ce qui explique l'immense variété des couleurs, tout aussi improbables, sur les oiseaux par exemple, qui vont avoir le bec turquoise avec les pieds turquoise, enfin les pattes, je deviens cassois, les pattes turquoises et le plumage noir et blanc. Enfin voilà, des choses assez qui pourraient sembler irrationnelles et qui trouvent toute leur raison d'être dans cette bataille où ils vont tomber dans ces différents récipients. Et suite à cette bataille, les animaux vont fuir donc la maisonnée dans laquelle ils vivaient tranquillement, dans l'indifférenciation, et partent en forêt, et surtout, ils rejoignent la mère créatrice, Abano, qui est la mère des gibiers, qui est la mère des humains, mais aussi la mère des gibiers. Et certains de ces animaux vont devenir les maîtres du gibier. Donc des esprits qui sont humains, qui ont eux-mêmes une organisation sociale similaire à celle des cassois, c'est-à-dire ils chassent, ils collectent, etc. Ils ont des rituels, des cérémonies,
Ils ont des petits noms, hein, j'ai pu identifier tous ces esprits, ils sont nombreux, ils sont mariés, ils ont des enfants, enfin, ils ont une vie... mais ils ont la particularité de vivre dans la canopée. Il vous reste 10 minutes. Ah non. Ah si. Ah bon. Bon, alors je vais pas quand même. Donc, les animaux partent, s'éloignent de l'humanité, et en fait, c'est le Père créateur qui va organiser la séparation entre toute cette diversité d'êtres. Mais cette séparation ne signifie pas des frontières, qu'on appellerait aujourd'hui des frontières ontologiques. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, vous êtes humain, et vous restez qu'avec les humains, vous êtes animaux, vous êtes animaux. Mais il étudie et il établit des séparations en disant aux jeunes humains, vous devez vivre entre vous, votre vie doit être laborieuse, etc. Bon, le Père créateur a un pénis qui mesure plusieurs mètres de long et montre ainsi son pouvoir sur la jeune génération. Hein, c'est un Père cassateur. Et pour parachever l'ordre, cette séparation, sans établir des frontières franches, ce qu'il va faire est absolument primordial pour la survie de cette forêt, c'est qu'il va instaurer un ordre de la diffusion de la fertilité, soit le pouvoir de régénérer la vie. Et ce pouvoir, il ne va pas le donner à l'être humain, ses descendants. Hein. Il va en fait le diffuser dans la chaîne trophique. Et le premier représentant, celui, pour en revenir à la consistance dont parlait tout à l'heure Monsieur Allais par rapport à la canopée de la substance chimique, le plus condensé est le ver de terre. Le ver de terre est mis à l'origine de la chaîne trophique. C'est l'être le plus puissant de la forêt, parce que le ver de terre nourrit la terre et nourrit les arbres. Les arbres, dans l'ordonnancement de ce Père créateur, ce Cîteaux, il s'appelle, le vieux, les arbres donc vont se nourrir de la production des vers de terre. Les arbres vont nourrir les animaux qui sont pour la plupart herbivores, enfin à plus de 80%, bon, voilà. Et les humains pourront manger les animaux. Hein. Mais il rajoute une autre catégorie à cette chaîne trophique. Les humains ne sont pas les ultimes qui domineraient cette chaîne trophique. Au-dessus des humains, il y a les esprits. Et si l'être humain transgresse cet ordre trophique qui va donc du sous-sol jusque par-delà la canopée, donc où il y a les esprits se vengent sur les humains. Parce que la seconde facette de cette vie absolument dense, qui est déjà absolument dense, c'est que tout être dispose d'un double. Et ce double, pendant la nuit, pendant les rêves, pendant les activités oniriques, part dans le monde des esprits. L'inverse est vrai. Le double des esprits vient dans le monde phénoménologique visible de la forêt. Sauf que le problème, c'est que quand, par exemple, un être humain rêve et donc accède à la canopée, au monde des esprits, ce n'est pas sous la forme humaine, c'est sous la forme d'un animal. Donc, qui peut devenir, à son tour, la proie des esprits qui sont, eux, dans la canopée des humains. Et l'inverse est vrai. Donc, quand un esprit vient dans la forêt visible, il se métamorphose en animal. Et si un cassois, par malheur, chasse un animal qui, en fait, était un esprit, il est sûr, parce que là, on est vraiment dans la réciprocité, et ce n'est pas juste de l'interrelation, c'est la réciprocité de vie et de mort, c'est-à-dire que si il chasse un être qui, en fait, était un esprit, il est sûr que la nuit suivante, un esprit va chasser son double d'animal. Donc, c'est pourquoi la relation, je vais essayer d'aller plus vite. C'est-à-dire que donc, cette mythologie et ce système, cette manière d'être en forêt, instaure une juste distance. Pour reprendre des termes ou une conception beaucoup plus proche de la nôtre, qui est celle de la psychanalyse, c'est que on leur permet de dépasser le complexe d'Oedipe sans tuer, sans prendre la domination. Parce qu'on valorise l'être, le soi,
hein, cette prise de pouvoir, par l'enrichissement de tous ces autres avec lesquels il rentre en relation. Et c'est pour ça que le rituel initiatique, qui se nomme Tolu, qui veut dire avoir, être là, voilà, c'est être là, inscrit une ontologie absolument géographique, hein, c'est qu'on est à partir du moment où on habite un lieu, un écosystème, et c'est absolument fondamental parce qu'au cours de ce rituel initiatique, où bien sûr au bout du compte on veut créer une nouvelle génération d'humains qui vont reproduire des enfants, etc., etc., on va inculquer aux Kassois qu'ils n'ont pas le pouvoir sur la vie. Hein, et ça va se révéler à travers l'apprentissage du cannibalisme, parce qu'on va leur révéler, alors on leur fait goûter, bon, il n'y a plus de rituel initiatique depuis 1984, hein, malheureusement, enfin, pour moi, mais il n'empêche que la dette est toujours là. C'est à travers ce cannibalisme initiatique, on enseigne à ces jeunes qui ont 17 ans à la sortie du rituel, donc prêts pour se marier, qui peuvent être des proies, hein, que le corps humain est de la viande, hein, et qu'ils ne dominent pas le processus de la vie et de la régénération des êtres de la forêt. Et d'ailleurs, à la fin de ce rituel initiatique, donc quand ils ont assumé la condition de mortel, de proie, d'être, ils entonnent un chant qui va durer toute la nuit, où ils doivent nommer tous les arbres de la forêt, et finalement, pour valoriser la capacité qu'a l'arbre, d'une part d'être un être vertical, mais aussi horizontal, ce que n'est pas l'être humain, c'est-à-dire que le double dont je vous parlais, qui est capable d'aller dans le monde des esprits, n'existe que quand l'homme est allongé, c'est-à-dire que quand l'homme n'a plus d'ombre. Donc c'est une petite mort. Il y a vraiment une exclusion du phénomène. Or, les arbres ont cette particularité unique, c'est d'être vertical et horizontal. C'est de maintenir ces deux perspectives. La seconde particularité qu'ont les arbres, c'est les liens extraordinaires qu'ils entretiennent avec, d'une part, on a vu le ver de terre, ce qui en font des êtres absolument exceptionnels. Hein. Ils sont enfin, je veux dire, on les nourrit sans se prêter à des prédations. Et avec cet autre être qui est le cassoir, cette autruche de la forêt, qui est la représentation ambivalente de la mère et la mère des maîtres du gibier, dans la mesure où le cassoir est le seul animal de cette forêt qui est capable, par son système digestif, d'abraser les fruits complexes et par lequel donc permet l'assimilation de ces arbres. Et c'est pourquoi les Kassois-noms ne considèrent pas la forêt comme une forêt. Pour eux, la forêt est le jardin du cassoir, parce que c'est lui qui cultive les arbres. Et eux ne se sont pas donné les moyens, ni la volonté, ou le désir aussi, de prendre ce pouvoir d'arboriculture. Donc ils ne plantent pas les arbres, et donc les arbres entretiennent cette relation privilégiée avec la mère créatrice qui est le cassoir. Alors ce que je voulais juste, c'est trop court là, j'ai l'impression que... attendez quand même. Je voulais finir. Alors donc, en tout cas, même aujourd'hui, en ces temps modernes, les Kassois ne sont pas dans le négationnisme ou dans la négation de leur manière d'habiter la forêt. Au quotidien, et là c'est par rapport à Alexandro que je dis ça, au quotidien, pas de trace de la pensée magique. La magie ne se situe pas dans la pensée, mais dans la manière d'habiter, d'incarner, de s'émouvoir et de se mouvoir en forêt. Leur magie réside dans ce savoir-être avec, dans cette attention de l'écoute, de l'harmonie des sons et des lumières, dynamique, ahiérarchique, ahistorique, où la résilience se décline au présent.
Chez les Kassoua, hier, demain se dit d'ailleurs du même terme, Eli. Pas de distanciation possible, ni même de tentative de possession. Ces hommes et ces femmes se refusent à la Loreley des modernes et préfèrent l'usufruit à la propriété, le nomadisme à la sédentarité, l'équité du partage au profit individuel. La forêt est chez les Kassoua un commun, mais pas un commun anthropocentrique, pas un commun humanocentrique. La forêt est un commun interspécifique. Alors, bien sûr, je rejoins toute l'entreprise de Francis Allais, qui plaide pour une pensée des peuples des tropicaux, également pour l'ontologie telle que décrite par le géographe Augustin Berg, qui ne dissocie pas l'ontologie de l'être de l'ontologie de l'habité, de l'enracinement géographique. Et c'est avec eux, je pense, que l'on peut effectivement, à mon avis, réapprendre ce qu'on nous invoque depuis quelques années, ou même une année, 2 ans, ce que les politiques nous disent, le vivre ensemble.